Bonjour et bienvenue dans le podcast Génération Canopy. Nous partons aujourd'hui à la rencontre de la pédiatre Elodie Adler, connue également sous le nom de Doctochou sur les réseaux sociaux. Conseils en pédiatrie, santé de votre enfant, mais aussi des parents, comment adopter les bons réflexes en cas d'incident, soigner les petits et gros bobos, allaitement en vitamine D, le cru ou pas. Bref, le docteur Elodie Adler, pédiatre, maman et écrivaine du livre 161 questions et leurs réponses pour tout savoir sur la santé de votre enfant de 0 à 2 ans, nous dit tout aujourd'hui. Alors, sois la bienvenue Elodie, comment te sens-tu? Bonjour, merci déjà pour l'invitation. Tout va Ouais, très bien. je t'en prie, c'est un réel plaisir pour nous aussi de t'avoir parce que, on a eu, je pense à Laure Gessler, il y a quelques temps, quelques médecins qui, voilà, qui font un petit peu le buzz dans le bon sens du terme sur les réseaux sociaux. Tu en fais partie, avec un message bien clair, avec une vision, avec une mission aussi, dont tu vas nous parler un peu plus et donc sans plus attendre, Élodie, qui es-tu? Vue par Élodie. Alors du coup, donc moi je suis Elodie Adler, je suis docteure, en médecine depuis, 4 ans maintenant, où j'ai été thésée. Je suis, spécialisée en pédiatrie et même en endocrino, pédiatrie puisque j'ai fait 2 ans de clinica, dans un service d'endocrino, pédiatrique et Alors, diabétologie. endocrino, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu veux bien nous en parler, hein? Ça parle des hormones, c'est ça, hein? Alors, l'endocrinopédiatrie également, ouais, c'est ça, c'est les hormones, en pédiatrie, on parle, du coup, de la croissance, de la puberté. Il y a aussi, toutes les maladies osseuses qui touchent, les hormones qu'on ne connaît pas forcément, comme ça, mais il y a des maladies très rares, qui touchent les os, dont on s'occupait, dans le service Mmh. et dès que ça a trait, voilà, à une hormone, dans la pédiatrie, on s'en occupait. Il y a aussi, tout ce qui était diabétologie. Donc puisque OK, l'insuline est une hormone, donc on faisait la diabétologie pédiatrique, dans le service. OK. Donc, tu es parti là-dedans et puis ensuite, tu as migré donc, vraiment sur la pédiatrie et plus largement, c'est ça? Exactement, donc je j'ai eu ma thèse, donc il y a 4 ans et depuis, 2 z tr 2 ça fait non bientôt 4 ans et demi, j'ai créé Doctochou. Parce que je me rendais compte qu'il y avait, de plus en plus, de parents qui me posaient des questions, pour leurs enfants et je leur répondais de manière individuelle OK. et je me disais: «C'est dommage, de pas en faire en profiter plus de monde». Parce qu'en fait la réponse que je donnais, c'était souvent, la même et au lieu de répéter ça plusieurs fois, je me dis: «Il faut vraiment que, entre guillemets, «le grand public» ait accès, en fait, à ces réponses» puisqu'on se rend compte que, déjà l'accès à un pédiatre est quand même très à un médecin est très difficile, même, en Île-de-France. L'accès à un pédiatre, encore plus et souvent les consultations sont courtes, donc ça dépend des pédiatres. Il y a des pédiatres qui prennent 30 minutes, mais même 30 minutes, pour, tout checker et discuter avec les parents, c'est quand même très court. Donc au final, je pense qu'il y a plein de parents qui ressortent des consultations, avec leur médecin sans avoir les réponses, pour leurs enfants ou en tout cas, les consignes de consultation et il faut Mmh. savoir aussi que même si, on va voir un médecin tenté, quand son enfant est malade, par exemple, on a tout de suite plein de questions et plein de doutes et plein d'inquiétudes, qui émanent et c'est à ce moment-là qu'on panique et justement avec le compte Doctouchou, c'était un peu des fiches au début, récapitulatives pour que les gens ne paniquent pas et OK. cela pouvait permettre, un peu de s'accrocher et comme avoir un mini médecin dans la poche, pour les aider et les rassurer et surtout leur donner les consignes de consultation, selon ce qu'avait leur enfant et puis aussi de faire de la prévention de manière générale car on sait bien que, il vaut mieux prévenir que guérir et ça permettait d'aider les gens, en amont. Et ouais. Non, mais ça c'est clair et ces petites fiches donc, c'était sur les réseaux sociaux, hein, type, Instagram déjà à l'époque? Oui, oui, j'ai commencé par Instagram, OK. donc voilà, j'ai commencé à faire mes petites fiches, sur PowerPoint Ouais. à la base et faire des stories. Puis en fait, Instagram a évolué parce que ça, c'était en 2019 OK. et ensuite, maintenant, je fais beaucoup plus de reels explicatifs. Donc c'est un autre format, mais j'essaye de refaire des posts aussi parce que d'avoir juste des petites fiches, c'est pratique, également et Ouais. surtout, de faire des stories. J'essaye aussi de faire des fois aux questions pour, essayer de répondre sans faire des consultations évidemment puisque ce n'est pas légal, hein. Ouais, Mais bien donner sûr. des conseils, dans la globalité, ça, il y a pas de souci.
Donc c'est Instagram. Après, je suis aussi, sur TikTok, mais TikTok, le contenu est assez fun, assez différent. C'est un peu des blagues par rapport au fait d'être maman, d'être médecin. Il y a aussi du contenu, qui est identique, mais voilà, c'est plus fun, comme format, en tout cas. OK. En effet, bon, ça va bien avec le réseau social, TikTok de toute manière et puis tu as une chaîne YouTube également. De toute manière, on mettra tous les liens dans les notes du podcast tout à l'heure. Oui, il faut que je développe, YouTube. C'est un projet, c'est très long de se mettre, sur YouTube. Les vidéos sont beaucoup plus longues, le format aussi, il faut quand même un setup un peu plus complet donc voilà, j'y travaille et puis ça me permettra aussi, de le faire, pour que, bah, mes patients, puissent avoir, par exemple avec des QR codes, accéder directement à des vidéos d'information et de prévention. Donc j'essaie de faire 2 en un avant mon installation. Ouais, non, mais c'est vachement bien et c'est vraiment que c'est vrai qu'on parle on va dire de problématiques, donc il faut traiter, certes, mais la prévention, ça passe aussi par l'éducation, ou en tout cas par l'acculturation et le fait de pouvoir, pouvoir avoir des QR codes ou des mini formations ou je ne sais pas comment toi tu projettes, ce projet-là, mais c'est super pertinent parce que, bah, il y a tellement de questions que l'on se pose quand on est parent. Toi-même, tu sais, du coup, c'est bien d'avoir des réponses vues par une pédiatre, notamment. Mais comment toi, t'es arrivé dedans? Qu'est-ce qui t'anime, toi, à la base? Comment t'es arrivé là? Bah, vraiment, ce que je te disais, c'est que moi, j'ai eu vraiment beaucoup d'amis, d'amis où j'avais beaucoup de questions et je me suis dit: «Il faut vraiment en faire en profiter un max». Je pensais vraiment, limite leur donner mon compte, personnel pour avoir accès et je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur. Mais je pense que enfin, on le voit bien avec tous les professionnels de santé maintenant qui sont sur les réseaux qu'il y a une vraie demande. Même, sur YouTube aussi et Instagram, c'est ceux qui sont, on va dire, où les informations sont les plus pertinentes et les plus traitées le mieux possible, on va dire. Parce que comme je vous disais, TikTok, c'est vrai que c'était plus du fun. Mais bon, il y a des informations très importantes aussi dessus, beaucoup de prévention parce qu'en fait, il faut savoir que c'est pas la même public. C'est-à-dire que si on veut faire de la prévention pour les jeunes, pour les, 15-25, c'est vrai, c'est bien d'être sur TikTok aussi. Bien Alors sûr. que, par exemple, sur Instagram, enfin moi, ma communauté, c'est des parents, bon, il y a des professionnels de santé aussi, mais en gros, c'est des 25-45 à peu près. Donc on Mmh. s'adresse pas aux mêmes personnes sur, la plateforme. Donc ça, c'est OK. important et du coup, je me suis dit: «Bah, vraiment, il faut développer ça» et puis on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de fake news et ça, on est tous unanimes là-dessus qu'il faut vraiment, essayer de lutter, de débunker un peu, tous les mythes. C'est quelque chose qui est pas facile. Il y a des sujets qui restent toujours, en discussion et assez touchy, donc faut faire attention, faut prendre des pincettes, sur ce qu'on dit et puis après il y a quand même l'espace commentaire qui permet aussi de discuter, avec les gens. J'ai beaucoup de chance, j'ai pas trop de haters et du coup, en général, les commentaires sont plutôt bienveillants ou ce sont des vraies questions que les parents se posent, donc on essaie d'y répondre avec le max, d'informations scientifiques et puis il faut savoir que quand on est parent, même si aussi on sait, l'information et les recommandations, bah, il y a un peu l'instinct, l'instinct qui nous rattrape donc parfois on peut avoir l'information, mais on peut faire différemment parce que, on préfère, ça s'y prête différemment et donc le but, c'est quand même non plus de pas faire culpabiliser les gens, mais de les informer. Mmh. Ouais, ouais. Ça, c'est hyper important parce qu'on a tendance à stigmatiser ou en tout cas à pointer du doigt. Mais en fait, on est tous passés, par là ou on va tous passer par là, en tout cas beaucoup d'entre nous. Et puis, ben, je veux dire dans le sens où, à un moment donné, il y a quelqu'un qui sait et donc nous, on a besoin de savoir et puis, sans être jugé et juste dire: «Bon, mais voilà, il y a des choses qui peuvent être améliorées» et ça, c'est important de le souligner. Tu le fais très, très bien là-dessus et donc, dans ce sens, quels sont les fondamentaux selon toi à savoir, voilà, je vais être parent demain, qu'est-ce que je dois savoir moi, en tant que futur papa, ou future maman pour pouvoir, accueillir au mieux mon enfant? Ce qui est important, c'est que maintenant, les professionnels de santé, qui s'occupent, bah, des jeunes parents et grâce au réseau aussi, il y a beaucoup d'informations sur le postpartum qui n'était pas le cas, auparavant. Donc moi, je pense que
déjà, comme dit des personnes, qui aussi font des podcasts, en fait, le savoir, c'est le pouvoir et ça permet de se préparer au mieux. Déjà, vaut mieux prévenir que guérir, encore une fois, c'est-à-dire que je pense que s'informer en lisant, des bouquins, alors on n'est pas obligé d'en lire, 15 parce que des fois, en plus, il y a des informations, contradictoires, mais demander à son professionnel de santé, qui nous suit, des recommandations, de lecture, pour, être préparé au mieux. Parce que, c'est vrai qu'entre les hormones, l'arrivée d'un enfant, toute la construction familiale, qui se fait aussi autour de ça, tout est chamboulé. Donc, déjà si on peut se raccrocher à du savoir et du bon savoir, c'est quand même, la chose primordiale pour pas être perdu. Par exemple, moi je sais que alors ce qui est difficile en pédiatrie, mais je pense qu'en fait, il faudrait une consultation avec un pédiatre en amont. OK. Déjà, normalement les sages-femmes elles font, ou les gynécos d'ailleurs, ils font des préparations, pour la naissance et ils parlent en effet, un petit peu enfin ils parlent de l'allaitement. Bon en 1 heure, c'est quand même très compliqué d'aborder, tous les aspects de l'allaitement et puis des fois, il faut être dedans aussi pour se rendre compte en fait, parce que des fois on écoute mais on n'imprime pas. Mais c'est quand même c'est important de noter parce qu'au moment où, l'événement se passe, on peut retourner voir son petit carnet et donc il y a toute la préparation à la naissance, mais il y a tellement de choses à voir en amont que, en aval, il y a on parle un peu des soins, de l'allaitement, mais je trouve qu'il faudrait des indications, chez le pédiatre ou un médecin, généraliste, qui côtoie des enfants pour parler justement de, quoi faire en cas de fièvre, quand est-ce qu'il faut paniquer ou pas, le tout ce qui est par exemple à la naissance, une petite fille, peut avoir, à J3 de vie à peu près, c'est le moment en plus où on rentre à la maison, comme des petites règles, Ouais. puisque c'est lié à la chute d'hormones de la maman et ça, bah, ça fait paniquer. Alors en général à la mater, ils en parlent mais pas tout le temps. Pareil, on peut avoir à la naissance, des cristaux d'urate, donc c'est comme du pipi un peu orange, qui sont, c'est tout à fait bénin, ça barre en 2-3 jours, mais en fait, c'est impressionnant pour les parents. Pareil, tout ce qui est couleur d'aisselle et je pense que ce serait important de faire un peu une consultation, avant que l'enfant naisse, pour avoir un peu toutes les cartes en main, après. Donc c'est ce qui est un petit peu fait, mais comme les sages-femmes, elles connaissent beaucoup de choses sur la maman et un petit peu l'enfant quand même, enfin, elles sont admirables. Je sais pas comment elles connaissent autant de choses sur, autant de domaines, mais justement, je pense qu'il faudrait compléter parce que 7 c'est pas assez, consultations en prépartum en tout cas. Ouais. Après, il y a tout ce qui est à l'accouchement, à la maternité et ça, il faut vraiment, moi j'insiste, il faut demander de l'aide. Il faut vraiment pas avoir honte de quoi que ce soit ou hésiter, surtout quand son premier enfant, même si on est médecin, voilà, même moi, même si on est pédiatre, on a beaucoup de questions avec son enfant et demander de l'aide, immédiatement, pour, si on souhaite allaiter, mettre, bien en place l'allaitement et si on a des questions, sur l'enfant ou sur soi, vraiment, sonner et appeler le professionnel de santé. OK. Donc ça c'est donc du coup, une fois qu'on est, ben, l'enfant accouché, on est à l'hôpital, clinique. Mais une fois qu'on rentre à la maison, il y a pas des petites choses à savoir là, essentielles, voilà, qu'est-ce que je dois peut-être acheter comme matériel? Qu'est-ce que, voilà, en cas de problématique, quand est-ce que je vais voir le médecin? Quand est-ce que je vais aux urgences? Alors, bah, c'est hyper vaste, hein, comme question. On peut en parler, je Ouais, pense, pendant des heures. Mais, déjà, tout ce qui est matériel, puère, ça, c'est en général en amont de l'accouchement. Faut ouais, faire attention, il y a beaucoup de marketing. Il y a des choses, qui sont indispensables et des choses qui sont, personnelles. On mmh, n'est pas tous d'accord, sur, ce qui est indispensable. ouais, Par exemple, ce qui est discutable, par exemple, le matelas, moi j'appelle anti-apnée, mais en fait, qui détecte la respiration. Il y a des personnes, ça va les inquiéter, d'autres, ça va les rassurer. Donc mmh, ça aussi, c'est quelque chose, qui a un coût. Si on a les moyens et que ça nous rassure, bah, pourquoi pas. Après, on peut vivre sans. ouais, Tout ce qui est vraiment, il faut, un cododo, moi je trouve que c'est important ou un berceau en tout cas dans la chambre des parents, pour être à proximité et surtout c'est très pratique, si on souhaite allaiter. Donc ouais, ça c'est sûr. Les gigoteuses parce que l'enfant dort évidemment sans couette, sans oreiller et il faut une gigoteuse, avec,
selon si on est en hiver ou en été, différents TOG. Le TOG, c'est l'indice de chaleur en fait, du vêtement, donc soit de la couverture, soit de la gigoteuse. Donc souvent, de toute façon, à la maternité, on prend une 2,5 et après à la maison, entre 1,5 et 2, ça dépend s'il fait chaud ou pas, et selon la saison. Donc il Mmh. faut absolument une gigoteuse. Les doudous et cetera, c'est superficiel, les 6 premiers mois de vie, hein. On met pas de coussin, pas de tour de lit, pas de tresse de lit, pas de tour de lit respirant autour, donc ça, c'est pour la sécurité, et pas de Ouais. doudou dans le lit. Donc les doudous, c'est mignon 5 minutes, pour jouer avec l'enfant, mais voilà, on les met pas dans le lit. Ça, c'est très important pour la sécurité, du bébé. Le OK. babyphone, c'est quelque chose qui est personnel. Si on est dans une petite, un petit appartement, une petite maison, c'est pas obligatoire. Si on veut la vidéo, on peut l'acheter avec. Bon, voilà, Mmh. ça, c'est personnel. Ouais. Après, il faut, pour le laver, une petite baignoire. Après, il faut, de la nourriture. Donc, si on allaite, il y a le sein, mais sinon, voilà, il faut acheter du lait artificiel, selon, selon l'enfant. Donc c'est du lait premier âge au début et plus ou moins épaissi, comme on supporte l'enfant. Et les petites choses à savoir, il faut savoir qu'un enfant, s'il a moins de 3 mois, qu'il a de la fièvre, faut aller aux urgences, c'est pas négociable. Ouais. Et faut suivre son instinct quand même sur pas mal de choses, hein, parce qu'il y a des choses, on sent, enfin, même si on a l'impression que son enfant va pas bien, il faut suivre son instinct. C'est pas parce qu'il a pas l'air bien qu'il a de la fièvre, donc même, il faut prendre la température. S'il a pas de température, il peut avoir autre chose. Donc il faut discuter avec son compagnon ou sa compagne, heu, donc ça, c'est important de parler avec le coparent, en tout cas, et de pas laisser les doutes, ou si on a des questions, les noter et puis les poser au prochain rendez-vous avec le pédiatre. Même prendre des fois des consultations en visio avec le pédiatre, pour, discuter, des grosses problématiques, que l'on se pose même la nuit, pour être plus serein. Maintenant, il y a beaucoup de téléconsultations, de téléconseils, des sites et cetera. On peut quand même se faire aider, pas mal. Ouais, ouais, la nouvelle technologie a aussi du bon, mais il y a un point que tu mentionnes qui est pour moi aussi essentiel, c'est, se reconnecter un peu à son instinct. C'est vrai qu'on a tendance à lire beaucoup de choses, à voir beaucoup de choses, mais en fait, il y a des choses que l'on sait, au fait, au plus profond de nous-mêmes, et quand on est vraiment connecté à ça, on peut, sentir les petites choses et aller, ou faire les bonnes choses, j'ai envie de dire. Tu parlais d'alimentation tout à l'heure, l'allaitement. Bon, on en parle ou pas? On peut faire, Obligatoire ou pas? 1000 thèses dessus. Parlons-en, parlons-en, hein. Ouais. L'alimentation justement, donc voilà, qui est juste essentielle, hein. Chez Canopy, pour rappel, on parle de sommeil, d'alimentation, d'activité physique, de relaxation, de relation à soi et les autres et de gestion du temps pour l'adulte, mais ça commence par l'enfant. En termes d'alimentation, qu'est-ce que toi, tu préconises? Alors, au lieu de moi je préconise, on va repartir sur, les recommandations puisque c'est quand même, Ouais. fondamental. Alors aujourd'hui, l'OMS, préconise, donc recommande un allaitement exclusif pendant 6 mois OK. et un allaitement, pendant au moins 2 ans. D'accord. Après, en France, avec la reprise du travail au bout de 2 mois et demi, c'est dur de s'y tenir. Mmh. 6 mois exclusifs, surtout qu'en plus, une contradiction, parce qu'on adore les contradictions, c'est qu'en France, les recommandations pour le début de la diversification sont débuter entre 4 et 6 mois. Mmh. Donc finalement, selon comment est l'enfant, selon les familles, enfin moi je discute beaucoup avec les familles pour le début de l'introduction, de la diversification. Si tout le monde est prêt, à l'enfant il a 4 mois révolus et il y a je parle de s'il y a un allaitement, et que la personne, enfin la maman et le papa, ou le coparent veulent, commencer à 4 mois et quelques et que tous les signaux sont au vert, moi je dis: «OK». Si Mmh. ils veulent continuer jusqu'à 6 mois, l'allaitement exclusif, et commencer à partir de 6 mois. Voilà. Dans tous les cas, après 6 mois, il faut absolument débuter la diversification car dans le lait maternel, il y a plus assez de nutriments et surtout de fer. Donc c'est pour ça que c'est à 6 mois, il faut vraiment de toute façon débuter la diversification. Moi, OK. je trouve que finalement, quand on a un allaitement exclusif, c'est pas mal, comme la diversification, le temps que ça se mette bien en place, il y a quand même plusieurs jours, plusieurs semaines. Au Mmh. début, ils prennent juste quelques cuillères. Moi, je trouve que c'est pas mal de commencer un peu avant 6 mois quand même, vers 5 mois. Comme ça, à 6 mois, on va dire, ils commencent à vraiment bien manger, et ne comme ça évite qu'il y ait des carences, surtout au niveau du fer.
Mmh. Donc voilà, mais c'est libre aux parents et surtout que les recommandations sont un peu discordantes entre l'OMS et ce que recommande en tout cas en France. Donc c'est des discussions en tout cas que moi j'ai avec les familles. OK, ça marche et après en termes de diversification, qu'est-ce que l'on donne, exactement? Il y a la notion du cru, à partir de quand? Également, qu'est-ce que tu préconises? Du coup, ce qui est très important, c'est de rappeler aussi, qu'on peut, ne pas vouloir ou ne pas pouvoir allaiter, Mmh. et donc faut faire, déculpabiliser les parents là-dessus, puisque finalement, si on ne le souhaite pas, par exemple, il faut aussi que la maman, soit bien, psychologiquement et en fait, si allaiter, c'est quelque chose qu'elle ne souhaite pas et on a pas mal, je trouve, d'injonctions au niveau, de la société là-dessus. On pointe assez facilement, je dis on, pas moi, mais voilà, la société sur les femmes aussi qui n'allaitent pas. Voilà, moi je remets un peu, tout ça, dans la zone grise et pas le noir ou le blanc et il faut vraiment faire déculpabiliser les mamans qui ne souhaitent pas allaiter, puisqu'il y a des préparations pour nourrissons, Mmh. qui existent et qui sont, au plus proche du lait maternel. Ils ne le sont pas complètement, voilà, faut le savoir, mais au plus proche et ce que je conseille quand même, même sur les mamans qui, en tout cas, ne veulent pas allaiter, mais encore une fois, c'est un choix personnel, je propose quand même, mais ça, nous, on les voit après, mais c'est ce qui est fait dans la plupart des maternités, c'est de proposer quand même la tétée d'accueil avec le colostrum puisque c'est bourré d'anticorps, entre autres, et de bonnes bactéries pour le Et est-ce que tu microbiote, veux mais bien nous dire surtout ce que c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Parce donc que mine de rien, le il y a aussi colostrum, des personnes. c'est Ouais, le colostrum, c'est le 1er lait, en fait, de la maman qui dure, entre 1 et 3 jours avant d'avoir la vraie montée de lait. OK, C'est pas beaucoup, en fait, c'est quelques millilitres par jour que le bébé, prend ouais. et c'est, un concentré, d'anticorps. Mmh. Donc pour protéger un maximum son bébé, OK. c'est quelque chose qui est assez préconisé et c'est pas parce qu'on fait la tétée d'accueil ou qu'on le fait téter, le 1er jour plusieurs fois, le 2e jour plusieurs fois, qu'on a, forcément une énorme montée de lait. Donc en fait, on peut donner à son bébé le colostrum et on peut ne pas pouvoir, vouloir ou pouvoir poursuivre l'allaitement. Donc moi, je préconise quand même, même si on ne souhaite pas allaiter, de donner, le colostrum. Si la maman, ne souhaite pas, voilà, ce n'est pas obligé. Moi, je trouve que c'est important d'être informé, de savoir qu'il y a beaucoup c'est un shoot d'anticorps et que c'est quand même une protection maximale pour l'enfant. OK. Donc après, c'est au choix et puis c'est très difficile d'allaiter. Très, très, très difficile, moi je trouve. On voit beaucoup de personnes, en tout cas sur les réseaux, donc c'est clair, c'est vraiment très bien pour l'enfant et pour la maman, mais c'est un peu genre le bébé, on le plug au sein et Mmh. c'est facile. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On peut aussi avoir, 2 expériences différentes selon son enfant, qu'au début on n'allaite pas, puis le deuxième on allaite, ou ça se passe bien, l'autre ça se passe pas bien. Voilà, il y a plusieurs combinaisons possibles. En tout cas, si on le souhaite et que c'est compliqué puisque ça l'est, je pense que se faire aider un maximum. Maintenant, il y a beaucoup de consultantes en lactation, qui savent elles savent très bien ce qu'elles font. Elles sont d'une grande aide. Il y a aussi sa sage-femme ou sa gynéco, voire son médecin généraliste, s'il est bien spécialisé dans le domaine, qui peuvent aider. Il y a le SOS allaitement, qui est ouvert, jusqu'à hyper tard le soir, même le week-end. OK. Faut pas rester seul avec l'allaitement, puisque c'est, vraiment, déboussolant, c'est difficile, c'est moi je trouve douloureux, même sans avoir de pathologie. La plupart des consultantes en lactation disent que ce n'est pas douloureux, sinon c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ça peut quand même être douloureux avec une sensibilité particulière, voilà. En tout cas, si c'est douloureux et que ça ne vient plus en fait, le problème que ce soit douloureux, c'est qu'il faut rechercher donc pourquoi et il faut se faire aider parce qu'on a vite envie d'arrêter et faut se reposer les questions de pourquoi on souhaite allaiter et de se faire aider un maximum parce qu'en effet, quand la douleur est trop importante, du coup, on veut arrêter. Et si c'est son choix, tant mieux. Si c'est pas son choix, c'est dommage et ça fait encore une frustration. Mmh Donc mh. se faire accompagner au maximum si on souhaite allaiter, puisque c'est très compliqué, surtout pour le premier. Ouais, ouais, ouais et tu as allaité, toi? Oui, oui, j'ai allaité, mais c'est assez marrant, il faut que je fasse un live dessus, je voulais en parler un peu avec la communauté parce que, j'ai eu 2 expériences d'allaitement, mais opposées.
C'est-à-dire? Opposé puisque, au final, moi pour la première j'avais très, très mal. En fait, j'avais lu des choses dessus, mais quand tu es dedans, je trouvais que j'avais pas de réponse dans ce que je cherchais. Mmh. Je me suis fait quand même un peu aider de sa femme, mais j'ai pas pris une consultante en lactation. Ça a été peut-être mon erreur et voilà et en fait aussi, ça dépend du bébé. Il faut savoir que parfois c'est pas vraiment sa faute parce que ma fille, elle avait du reflux et en fait, le lait était tellement liquide que du coup, en fait, elle faisait un peu comme des fausses routes. Elle s'entruchait un peu. J'avais peut-être aussi un réflexe d'éjection fort, je ne sais pas. Mais en fait, ça devenait crispant et stressant. Donc moi, j'ai tenu, je ne sais pas comment, en plus avec la douleur. J'ai tenu un peu, mais j'ai introduit hyper vite un biberon et en fait ce biberon, pendant 1 mois et demi, ça m'a soulagée et j'ai pu aussi donner le relais au papa et après, en gros entre ces 2 mois et ces 4 mois, j'ai fait une transition, pour une diversification avec la diversification à 4 mois où elle était en full bib, full, diversification et là pour la deuxième, je suis à cin elle a 5 mois là dans quelques jours et je suis toujours en alitement quasi exclusif, enfin, genre de temps en temps quand je suis pas là, elle a un bib de mon lait ou de lait artificiel, mais comme, j'ai pas encore repris le travail, c'est exceptionnel et D'accord. ça se passe trop bien, hyper facile, pour tout et je trouve que c'est très important de savoir que ça dépend aussi, bah, de sa première expérience et de l'enfant et que c'est pas que soi, le problème et il faut se faire aider parce que j'ai demandé de l'aide et ça m'a rassurée. Et ces consultantes, où est-ce qu'on les trouve? Bah, c'est un réseau, IBCLC, on p voilà, faut taper ça à côté de chez soi et il faut demander des conseils à sa sage-femme ou sa gynéco ou son médecin généraliste parce qu'ils ont souvent des listes d'IBCLC. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que pédiatre, malheureusement, on n'est pas formé du tout à Mmh. l'allaitement. Donc on sait pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, on sait la diversification et cetera, Ouais. mais on n'a pas de formation sur comment alors on a quelques bases évidemment, mais moi j'essaie de me former pour essayer d'accompagner les patients, mais c'est sûr que, si on a un problème avec l'allaitement, aller voir son pédiatre numéro un, à part pour contrôler le poids, Mmh. c'est pas la solution. Je pense qu'il faut vraiment aller voir les consultantes en lactation, les sages-femmes gynéco qui sont très, très, très bien spécialisées, là-dedans. OK. Bon, mais ça marche. En tout cas, le message est passé. Quelles sont les donc les questions qui sont le plus posées sur ton réseau, Doctolchou? Ça dépend un peu, j'ai l'impression que ça part vague sur les foires aux questions. En fait, à un moment donné, je parle d'alimentation, du coup, j'ai plein de questions sur l'alimentation, sur le lait de vache, sur les allergies aux protéines de lait de vache. OK. Hem, c'est très dur d'y répondre sur les réseaux puisque, bah, souvent c'est des comme des pseudo-consultations et ça, c'est Mmh. impossible. Enfin, déjà, j'ai pas le droit et c'est impossible, tant de pas avoir la famille en face ou au moins en visio, de voir l'enfant, de se poser, 1/2 heure avec eux pour comprendre ce qui se passe. Ouais. Mais en tout cas, beaucoup de questions sur le reflux. Est-ce que mon enfant finalement il a un reflux pathologique? Quelles peuvent être les causes? Et OK. ça pareil, enfin, c'est des questions, moi j'essaye de leur faire différencier par Instagram, qu'est-ce qu'un reflux pathologique ou non? C'est-à-dire un reflux alors tous les bébés, ils ont du reflux, extériorisé ou non et OK. après est-ce qu'il est pathologique? Et donc s'il est pathologique, c'est-à-dire c'est un bébé, qui met souvent son poing dans la bouche, qui se tortille, qui est vraiment pas bien, surtout après les repas, qui semble douloureux, qui dort vraiment pas bien et à partir du moment où le reflux a l'air pathologique, il faut si possible chercher la cause, donc par exemple une allergie aux protéines de lait de vache et surtout, mettre en place un traitement parce que, l'enfant dort pas, l'enfant a l'air douloureux, les parents se sentent impuissants, ils sont au bout de leur vie et essayer de faire un accompagnement un peu global, là-dessus. Donc ça après c'est de la consultation. Moi je dis souvent, consultez votre médecin et évoquez-lui. Il est pas avec vous, votre enfant pendant la demi-heure de consultation, il va souvent bien donc vraiment prenez même des vidéos, prenez des photos, comme ça, on peut voir et essayer de diagnostiquer un maximum, de choses, à la consultation. OK. Non, mais ça marche, donc là, les questions liées à l'alimentation reviennent. On n'a pas évoqué le cru encore, sujet un peu délicat. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est toi ton état d'esprit ou en tout cas ta vision, sur ce sujet? Donc tu parles bien des aliments crus? Oui, des aliments crus, D'accord, oui. donc en fait, Tu penses à quoi d'autre? non, non, oui, je sais pas, mais je voulais être sûre d'avoir bien entendu. En fait,
Bah, encore une fois, c'est pas moi, hein, qui invente les choses, c'est qu'il y a l'ANSES, donc l'ANSES, je sais pas comment on Ouais, l'appelle, moi j'appelle, l'ANSES, et en fait a mis des recommandations, très récentes, sur le cru puisque, bah, comme on peut voir un peu dans les médias en ce moment, il y a pas mal d'intoxications, donc ça peut être au lait cru, ouais, mais il faut savoir que tout ce qui est charcuterie, par exemple le saucisson, moi j'ai plein d'amis qui donnent du saucisson à leur enfant. Bon déjà au-delà du fait de l'étouffement parce que quand même, manger du saucisson à 2 ans, c'est pas facile. ouais. Mais bon, voilà, hein, ils font ce qu'ils veulent, mais surtout c'est cru et donc le saucisson, ça pareil, tout ce qui est jambon cru, saucisson, Mmh. charcuterie, donc ça c'est vraiment, tout ce qui est donc charcuterie, je crois qu'il y a une partie qui peut être cuit, donc quand c'est cuit, c'est bon, mais tout ce qui est cru. Saumon fumé, par exemple, saumon fumé, pareil, hein, pas avant, minimum 5 ans. Les D'accord. sushis, bon, j'en parle pas, normalement, c'est 10 ans maintenant avec les nouvelles recommandations. Mmh. Après, voilà, les gens sont informés, moi, je dis: «Le risque est faible, l'enjeu est grand», chacun fait ce qu'il veut. Enfin, moi, mon enfant, il aura pas de cru. Pareil, les œufs. Alors, les œufs crus, où est-ce qu'on en trouve? On en trouve, dans la mousse au chocolat, dans les tiramisus, dans les cheesecakes. OK. Voilà, moi, enceinte, j'en prenais pas. Mon enfant, n'en prendra pas. Donc pareil, il y a différentes sources. Il y en a, c'est parfois 5 ans, d'autres, c'est parfois 10 ans. Mmh. Bon, en tout cas, rien de cru avant 5 ans et après, bah, chacun, suit la recommandation qu'il veut aussi. Il y Ouais. a dans la mayonnaise aussi des œufs crus et faut faire attention puisque œuf mollet, œuf au plat, œuf à la coque, pareil, c'est du cru. Enfin, le jaune, il est pas bien cuit, donc c'est là où il peut y avoir plein de bactéries, la salmonelle, par exemple. Et ouais. Donc les gens sont enfin, moi, je les informe, après ils font ce qu'ils veulent. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a des à la télé, il y a à la une et régulièrement, des infos sur les intoxications, quand les enfants ont mangé du cru. Donc après, chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut et donc pour qu'un enfant, se développe bien, grandisse bien, tant d'un point de vue, physique, que psychologique, ben, voilà, le cerveau, on parle d'alimentation, en effet, il y a eu l'allaitement, il y a la diversification. Quels sont, les autres fondamentaux peut-être à avoir, pour qu'un enfant puisse se développer, correctement? Bah, en fait, donc au-delà du développement donc global, parce qu'il y a tout ce qui est stimulation pour le développement, Intellectuel? psychomoteur. Ouais. Donc ça c'est sûr que c'est très important, bah, moi je trouve que on a l'enfant avec il a des acquis, il a plus ou moins de mémoire, ça dépend des enfants et cetera, mais c'est sûr qu'un enfant, même qui a de la mémoire qui est pas stimulée, ou qui a pas trop de mémoire, mais qui est très bien stimulé, c'est pas pareil et il faut vraiment stimuler son enfant, c'est-à-dire que même dès le plus jeune âge, lui lire des livres, jouer avec lui. Pour la motricité, c'est important de les mettre sur des tapis, d'éveil, ou équivalents ou des tapis, plats, genre par exemple pieds nus en plus pour comme ça avec leurs petites gambettes, ils puissent bien sentir le sol et prendre appui et Mmh. surtout leur parler, communiquer avec eux parce qu'ils comprennent tout. Enfin, c'est dès le plus jeune âge, c'est impressionnant, et pour l'apprentissage même, du langage et de la lecture, c'est vrai que leur lire des livres dès le début, donc c'est vrai que vraiment si votre alors en crèche, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a moins c'est moins individualisé, mais c'est vrai que si votre enfant a une nounou, Ouais. même si elle a 2-3 enfants, moi je pense que c'est important de checker avec elle qu'elle leur lise des livres, qu'elle interagisse bien avec eux parce que parfois on voit que, les enfants, sont livrés à eux-mêmes, donc c'est bien aussi qu'ils explorent et cetera, mais voilà, les nounous, elles sont assises et sur leur téléphone, donc Mmh. je pense qu'en tant que parent, même si on travaille, et qu'on n'est pas là à «surveiller» entre guillemets, ce qui se passe, c'est important de donner un peu des consignes pour que l'enfant se développe au mieux et puisse, bien parler, bien communiquer et bien se développer. Donc ça, c'est Ouais. sur la version un peu, développement psychomoteur. Ouais. Évidemment, il faut faire les checks chez le médecin D'accord et quels sont régulièrement. les checks chez le médecin? Bah, il faut, non, mais c'est-à-dire qu'il faut absolument faire le suivi des consultations. Donc c'est Ouais. aller, 1 fois par mois, les 6 premiers mois. Après, c'est à 9 mois. Après, c'est à 12 mois. Après, Mmh. c'est, à 20 mois. Non, pardon, j'ai oublié 12. Après, c'est 16. Après, c'est 20 mois. En gros, la deuxième année, c'est
tous les 4 mois, donc 3 fois. OK. Après, c'est 2 fois par an et après, à partir de 4-5 ans, c'est 1 fois par an, ça suffit. Mais il faut continuer à aller chez le médecin, pas que pour un rhume. Parce qu'en fait, quand vous prenez ça maintenant, je ne sais pas si les parents le savent, mais en fait, par exemple, vous prenez un rendez-vous pour une angine. En fait, c'est Mmh. des créneaux d'urgence et les créneaux d'urgence, en tout cas chez le pédiatre, sont plus courts que le créneau de suivi et parce qu'on peut en mettre plus, donc ce qui permet en fait de voir plus de patients puisque vous savez, vu la demande, qu'il y a, par rapport donc pour pas encombrer les urgences pédiatriques, on peut faire beaucoup de choses en consultation de ville, mais voilà, pour voir beaucoup de patients urgents et les consultes durent moins longtemps. Mais pendant cette consulte, on peut pas faire le suivi, le check-up de l'enfant. On peut prendre son poids, mais faire la taille, parler, justement de la propreté, parler de l'alimentation, parler des vaccins, parler du développement, vérifier que l'enfant voit bien, qu'il entend bien, qu'il a toutes ses dents et cetera. Ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc il faut surtout prendre des consultations de suivi en plus des consultations d'urgence, parce que pendant l'urgence, c'est pas aller voir le médecin. Oui, c'est pour régler un problème aigu, mais il faut continuer et surtout dans le temps. C'est-à-dire que vers 8-9 ans, il y a plein d'enfants qui ne vont plus chez le médecin. Il y a pas de vaccin. Entre 6 et 11 ans, il y a pas de vaccin. Donc les gens, ils vont seulement chez le médecin pour, checker l'angine, l'otite, la toux et cetera. Donc oui, très bien, mais il faut prendre des consultations au moins 1 fois par an ou 1 fois tous les année et demie pour vérifier, bah, justement discuter, qu'il y ait pas de harcèlement parce que parfois les enfants ils parlent pas aux parents, vérifier, que psychologiquement ils sont bien, vérifier le poids parce que bon hier c'était la journée mondiale contre l'obésité, en fait ça monte comme ça et il y a pas de prévention donc ça c'est une prise en charge qui est bienveillante, globale de toute la famille Ouais. et il faut vérifier la puberté parce qu'il y a aussi des loupés sur la puberté. On se rend compte que, l'enfant il a sa puberté, qui n'a pas débuté après 13 ans alors que pour une fille ça doit être le cas. Petit rappel, la puberté chez les filles, c'est, la poussée des seins. Donc c'est normal entre 8 et 13 ans, mais avant ou après, bah, si ça n'existe pas ou si c'est plus enfin, si c'est avant 8 ans, il faut consulter un endocrinopédiatre. D'abord un pédiatre, OK. puis un endocrinopédiatre et chez les Mmh. garçons, c'est l'augmentation de la taille des testicules. Personne, mais personne regarde la taille des testicules des garçons. Mmh. L'enfant, lui, il sait pas. Les parents, souvent à 8-9 ans, bah, ils ont pas accès. Ils savent même pas que c'est un signe de puberté. Donc il y a la Mmh. taille des testicules et après il y a la verge. Mais quand même, les Mmh. testicules, c'est le premier signe et on se OK. retrouve parfois avec des pubertés précoces, à un enfant qui a alors chez les garçons, c'est plus rare que chez les filles, mais à 8 ans, qui ont une augmentation de la taille des testicules. Si le médecin ne check pas ça, bah, justement en rendez-vous de suivi, enfin personne le fait. Et Donc ouais. parce que ça peut être signe de maladie et des fois, plus importantes et cetera. Donc et aussi il faut bloquer la puberté quand on est trop jeune pour, plusieurs raisons, pour la taille et pour la raison psychologique et donc ça, il faut continuer surtout à faire le suivi 1 fois par an chez le médecin, fin d'année, début d'année, milieu d'année, quand vous voulez, en dehors des maladies aiguës, pour être sûr que tout va bien sur tous les plans. Mmh. OK. Bon, en tout cas, ça, c'est dit et c'est très clair, pour ça et en effet, hein, moi, typiquement, hein, que ce soit pour les testicules, en l'occurrence, je ne le savais pas et si en plus de ça, les médecins ne le regardent pas, bon, bah, c'est assez important justement de faire de la prévention, de pouvoir le dire et de le communiquer comme tu le fais très bien aujourd'hui dans notre podcast, mais j'imagine que tu le fais aussi, sur Doctolib, Mmh heu, mh. derrière et aller voir un endocrino donc voilà, pour aller voir si, au niveau des hormones, on est tout bon. On parlait donc d'alimentation, on parle de développement. Le sommeil est aussi hyper important dans le développement, Mmh. heu, peu importe, la taille de la personne, l'âge de la personne. Aujourd'hui, quelles sont tes préconisations pour que, bah, pour qu'un enfant déjà on check s'il dort bien, s'il dort suffisamment, et puis ensuite, est-ce qu'il n'y a pas des manières de faire pour que l'enfant dorme mieux, pour que les parents aussi puissent mieux dormir derrière? Vaste sujet, non, hyper important, un enfant doit bien dormir pour bien grandir. Ça, c'est sûr, parce que l'hormone de croissance, elle est sécrétée, donc c'est le l'AGH, elle est sécrétée, la nuit. Ouais, En fait, elle est sécrétée tout le temps en pulsatile et surtout la nuit, il y a des gros pics et si l'enfant ne dort pas ou pas bien ou pas assez, vraiment, ça peut avoir un retentissement sur la croissance. ouais. Donc en tout cas, en tant qu'endocrino, moi je check ça quand il y a des retards de croissance. Après, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Je trouve que le sommeil, ça dépend beaucoup de l'enfant et pas que du parent, hein. Faut Ouais. pas culpabiliser, hein, moi j'ai 2 enfants qui
qui sont opposés là-dessus. Il faut pareil se faire aider, c'est possible. Donc pareil, le pédiatre a quelques notions, mais encore une fois, il est malheureusement pas, formé à 100 et surtout, il ne peut pas et ça parce que par manque de consultes et par manque de pédiatres, hein, on peut pas faire des consultations sommeil au long cours. Mmh. Donc il faut faire attention parce qu'il y a des charlatans, mais il y a des gens aussi très bien sur, que su alors moi on les trouve facilement par les réseaux, mais en tout cas des gens de confiance qu'a votre pédiatre sur, l'accompagnement au sommeil. Mmh. Malheureusement, c'est très cher, c'est pas remboursé, mais c'est vrai que selon la personne qui on va voir, peut vraiment, vous aider sur le sommeil de l'enfant et évidemment les recommandations, ce n'est pas si quelqu'un vous dit de laisser pleurer son enfant, voilà, ça, fuyez, fuyez, c'est pas du tout, recommandé, hein, parce qu'en fait, quand l'enfant pleure, bam, pic de cortisol, donc en fait, cortisol, excitation et donc oui, au bout d'un moment, il s'endormira, de stress et d'épuisement. Est-ce qu'on Mmh. va en arriver là? Non, parce qu'en plus, c'est pas un environnement sécuritaire. Mmh. Mais il y a des personnes, des consultantes en sommeil, moi j'appelle ça, Ouais. qui sont bien et qui Tu penses à peuvent, quel type de aider. profession, ces consultants ou consultantes en Alors, il y a des sommeil? gens qui ont plus ou moins de en fait, c'est ça. C'est très difficile parce qu'il y a des gens qui sont très bien, formés parce qu'en fait, c'est un peu des formations, que tout le monde peut faire. Donc, faut Mmh. faire attention, comme je dis encore une fois, vu les prix, aux charlatans. En même temps, le prix n'est pour l'accompagnement que parfois ils proposent, jour et nuit, week-end avec des calls, je trouve pas ça excessif. Il faut juste que la personne ait les moyens. Ouais. Voilà, Ouais. ça c'est un autre débat, mais voilà, en tout cas pour des fois le service proposé, mais faut faire attention à qui parce que comme c'est des formations un peu voilà et souvent si c'est par exemple une infirmière ou une sage-femme, qui ont déjà en fait un diplôme, lié à l'enfance, au bien-être et cetera, qui en plus fait ces formations, oui, voilà. Après des fois, il y a des personnes très bien qui n'ont pas ces antécédents et qui font des choses bien, mais voilà, ce qui est très dur pour les parents aujourd'hui, c'est de savoir, vers qui se tourner. En tout cas, c'est sûr que si vous entendez qu'il faut le laisser pleurer et faire la méthode du 15-10-5 là, 5-10-15, laisser pleurer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes là, voilà, ça c'est sûr que c'est pas bon. Mais après, qui faire confiance, voilà, il y a elles sont tellement en tout cas sur les réseaux, il y en a des très bien, il y en a sûrement des moins bien. Moi je Mmh. donne pas de nom, aujourd'hui parce que c'est pas mon rôle. Mais voilà, faut faire attention et malheureusement son médecin n'est pas bien formé à ça, donc on est un peu seul. En tout Mmh. cas, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est très important, que pour les plus grands, en fait, il y ait pas d'écran trop tard le soir parce que sinon, bah, ça excite, ça stimule, donc ça, voilà, tout le monde le sait. On Donc s'endort que pas dans avant le noir. 3 ans, quoi qu'il arrive, pas d'écran avant 3 Alors ans, pas ouais, c'est ça, souvent. pas avant 3 ans. Bon, la réalité, rattrape souvent qu'entre 2 et 3 ans, il y a quand même un peu d'écran, surtout s'il y a eu un 2e, enfant qui est arrivé, hein, ça c'est on va pas se Et le ouais. cacher. En tout cas 0-0 avant 2 ans. Normalement, on dit 0 avant 3 ans, mais entre 2 et 3, voilà, certains. Mais on faut pas non plus que son enfant, même à 4 ans, il passe sa vie, devant un écran. Enfin, Bien sûr. voilà, après ça, c'est du bon sens. Mmh. Moi, je fais pas la police, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais je préviens des conséquences. En tout cas, pour le sommeil, donc pas d'écran trop tard parce que ça, c'est sûr que ça stimule. La mélatonine, donc c'est qui est sécrétée, elle est sécrétée seulement dans le noir. Donc en fait, on ne peut pas dormir si on passe du jour comme ça à la nuit. En fait, il faut au minimum 15-20 minutes pour que la mélatonine soit sécrétée. Donc c'est pour ça que les rituels sont souvent préconisés de les faire, dans un environnement qui est très tamisé pour, déjà que la mélatonine, commence à arriver. Bien sûr. Après, il y a des enfants, on les pose, ils dorment, d'autres pas, ça c'est je ne sais même pas la réponse, hein, pourquoi. En tout cas, c'est pas mal de les accompagner, de pas les laisser pleurer et il y a aussi des choses dont on n'a pas la maîtrise, mais c'est sûr, par exemple, si un enfant qui fait pas de sieste et qui a fait beaucoup de choses la journée, souvent à partir de 2 ans, 18 mois même, ils peuvent avoir des terreurs nocturnes, donc c'est des choses qui arrivent dans les Et ouais. 3 premières heures de l'endormissement. Donc ça dépend à quelle heure son enfant se couche, mais souvent le parent il est pas forcément endormi à cette heure-là, heureusement, parce que ça fait un peu flipper. L'enfant, il a peur, il pleure, il crie et en fait, on lui parle et il ne répond pas. Il continue à pleurer comme si en fait, il nous entendait pas. En effet, il nous entend pas et il y a pas grand-chose à faire à part le rassurer, continuer à l'accompagner. Malheureusement, certains enfants, pleurent tellement qu'ils en vomissent. Donc après, on est dans un cercle, voilà, c'est pas facile. Ouais. En tout cas, c'est sûr que ceux qui font des terreurs nocturnes, il faut absolument que
l'heure de sommeil soit respectée, qu'il y ait pas trop de stimulation et surtout que s'ils ont encore besoin de sieste, continuer à leur faire la sieste, dans la mesure du possible pour, limiter ces épisodes impressionnants dont l'enfant ne se souvient pas. D'ailleurs, faut pas leur en parler le lendemain parce que sinon, ça sert à rien en fait, ils savent pas. Donc voilà, mais ça aide pas au sommeil des parents, c'est sûr. Et exactement. Et donc toi, en tant que maman, quels sont toi tes conseils aux parents pour pouvoir mieux dormir? Est-ce que tu as des tips? Bah, je sais pas si quelqu'un a des conseils à me donner aussi, déjà avec 2 enfants, les réveils sont parfois, Ouais, alternés, donc en fait, on dort pas bien. Non, c'est difficile, enfin, si son enfant, il dort pas bien, on dort forcément pas bien, il faut essayer de trouver la cause, se ouais, faire accompagner, essayer de remettre en place tout le temps des rituels de coucher parce qu'en fait, il y a aussi, tout ce qui est l'endormissement. Parfois, en fait, c'est aussi une prise de tête de faire que l'endormissement dure 1 heure avec son enfant, donc c'est mmh, pas que son sommeil, mais à la fin, nous, on est énervés, du coup, on dort pas bien non plus. Dès ouais, que son enfant est malade, bah, malheureusement, on dort pas bien. mmh, Lavage de nez, si le nez est bouché, ça, c'est très important avant de dormir pour, bah, que l'enfant respire bien et qu'il nous réveille un maximum, un minimum de fois plutôt. ouais, Donc après non, il faut essayer de mettre des choses en place, d'alterner avec l'autre parent, mmh, d'essayer d'adapter son coucher. C'est-à-dire que je pense que si on met un enfant parfois trop tôt dans un lit de grand, et qu'il commence à s'échapper parce qu'il peut marcher, et sortir du lit, voilà, c'est pas une bonne idée non plus pour le sommeil des parents. Donc souvent vers 2 ans et demi, 3 ans, c'est bien de les mettre dans un lit de grand parce qu'ils comprennent qu'ils peuvent pas, se lever à n'importe quelle heure de la nuit et parcourir la maison. Je pense qu'il faut beaucoup parler avec son enfant, lui lire des livres avant de dormir. ouais. Voilà. Ouais, typiquement, il y a des boîtes, type Morphée, aussi, qui peuvent être intéressantes, avec des petites méditations, des musiques, Voilà. calmes, qui peuvent être vraiment intéressantes en effet pour préparer. Rituels, chansons, livres, histoires. Bon voilà, faut faire attention, des fois les rituels, ils durent trop longtemps, donc après l'enfant, le train du sommeil est passé. Et ouais. Voilà, faut expérimenter, c'est pas facile, hein. Franchement, je pense que j'ai pas de chiffres du tout en tête là, mais je pense qu'un un couple sur 2, les 3 premières années de vie de leur enfant, dorment mal, hein. Enfin, Ah ouais, 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 ça m'étonne c'est un vraiment. sujet quoi, un vrai. Et ouais, un vrai sujet. En effet. Il y a un point que tu voulais qu'on évoque aussi, dans notre enregistrement, c'est la vitamine D. Mmh. Heu, Tu nous en dis un peu plus là-dessus? Est-ce qu'il faut préconiser ou pas? On met Alors oui, au soleil? la vitamine D donc d'où elle vient déjà? Donc on n'en fabrique pas nous, hein, tout seul, hein, Ouais, donc elle vient de l'alimentation, mais il faut manger, par exemple, par rapport aux doses journalières recommandées, il faut manger, du hareng, 5 œufs, enfin voilà, des monstruosités enfin énormément de quantité pour avoir la vitamine D. Du ouais, coup, elle vient aussi du soleil. et Bon, ouais, voilà, tout est dit. Donc ça passe par la peau et il y a pas assez de soleil, en tout cas en France, même dans le sud, pour, que ce soit suffisant, plus mmh, l'alimentation. Donc tout simplement, jusqu'à 18 ans, il est recommandé de donner de la vitamine D tous les jours ou quand on est plus grand, en fait, tous les jours, c'est le mieux tout le temps parce que, au niveau de l'absorption, c'est le plus physiologique. Ça fait OK, des mini pics comme ça. Si on donne une ampoule, c'est un pic et après voilà, la demi-vie, elle baisse. Ça, c'est de la pharmacodynamie. ouais, Mais des fois, on oublie prendre des trucs tous les jours, à moins d'avoir une maladie, chronique, qu'il soit obligatoire de prendre des médicaments, tous les jours, c'est quand même pas facile. Donc en fait, vraiment, les 2 premières années de vie, c'est important de donner tous les jours en gouttes de la vitamine D pour mmh, son enfant, ce qui est recommandé par les pédiatres. Là, ça va faire débat, mais c'est des vitamines D médicaments. Il y en OK, a 2 sur le marché, donc Zimadé et Adrigil. Ce qui est critiqué aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas d'études qui le prouvent, mais des parents rapportent qu'avec l'essence d'orange qu'il y a surtout dans Zimadé, cela pourrait donner et aggraver du reflux. Aujourd'hui, d'accord. je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas. Il y a pas d'études qui le prouvent. Je Mmh, peux pas. Sachant que ce qui est quand même il y a un énorme biais, c'est que c'est pile en même temps que reflux et coliques chez l'enfant. En fait, c'est des choses qui sont rapportées pile au moment où il y a beaucoup de reflux et beaucoup de coliques chez les enfants. Donc, qui est l'œuf, qui est la poule, c'est très difficile de savoir. Il y a pas d'études aujourd'hui qui le prouvent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne peux pas savoir. En tout cas, pour d'autres raisons,
ce qui est préconisé, c'est les vitamines D et médicaments, puisque c'est beaucoup plus contrôlé au niveau du dosage. C'est-à-dire d'une goutte à l'autre, c'est beaucoup mieux contrôlé que les compléments alimentaires. Mmh. Et aussi, la dose, elle est tout le temps la même. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des compléments alimentaires qui, tout d'un coup, ils décident de faire un dosage de 500 pour une goutte et d'autres, le lendemain, c'est du 200. Et des fois, sur le marché, il y a du 200, du 500 en UI. Et Ouais. les parents, ils donnent l'un puis l'autre, ils n'ont pas capté. Bah, normal, en fait, ils savent pas. Et en plus, par exemple, si on donne, il y a maintenant aussi des marques où il y a des probiotiques plus de la vitamine D. Donc à un moment donné, on rajoute parce que la vitamine D, à la fois, il en faut, mais en fait, il en faut pas trop parce que sinon, ça donne de l'hypercalcémie, ça va dans les reins, ça fait de la néphrocalcinose, des calculs rénaux, euh, voire une toxicité cardiaque. Hein. Je connais, enfin, pas personnellement, mais il y a des études qui montrent qu'il y a des enfants qui sont décédés OK. dues à des surintoxications de vitamine D, un surdosage. Donc, il faut quand même être très vigilant. Donc, c'est pour ça que les pédiatres sont unanimes là-dessus, qu'il faut préconiser les vitamines D médicaments. Aujourd'hui, l'Adrégil, qui lui ne donnerait pas du tout autant de reflux ou coliques comme est dit pour l'Azimadé, avant contenait un perturbateur endocrinien, le DHT, et il n'existe plus maintenant. Depuis 1 an et demi, 2 ans, ils ont changé la formule. Donc finalement, je trouve que l'Adrégil est un bon compromis pour les parents, à la fois au niveau de l'absence de reflux colique et en même temps, pas de perturbateurs endocriniens. Il y en a une sur le marché qui devait arriver qui s'appelle Deltus, qui était vraiment très bien au niveau de l'excipient parce qu'il n'y avait pas du tout d'huile orange ou citron. Mais elle n'est pas là, je ne sais pas, elle devait arriver, elle n'est pas arrivée. Bon, ça, c'est la pharmacie, enfin, tout ce qui est pharmacie et à labo, voilà, on ne peut pas savoir parfois. Mais voilà, donc faites attention si vous prenez des vitamines D type naturel complément alimentaire, attention au dosage parce que selon où c'est fait, c'est pas pareil d'une goutte à l'autre et surtout, ça change selon. Pourquoi prendre de la vitamine D? Pour plein d'aspects, immunitaires, fonction cardiaque, mais surtout pour des os forts puisque, bon, en schématique, parce que là, vraiment, je fais un énorme raccourci, mais ça permet, avec le calcium et le phosphore, d'être liés et de donner des os solides. Et en fait, sinon, on a une maladie qui s'appelle le rachitisme. Donc, il y a des maladies génétiques qui donnent des rachitismes, donc qui ne sont pas liées à la vitamine D. Et on peut avoir, donc c'est des jambes arquées, bon d'ailleurs même dans l'autre sens Mmh. c'est possible, Ouais. et c'est des os tout mous et on peut avoir jusqu'à des problèmes aussi d'hypocalcémie, de problèmes cardiaques, hein. J'ai déjà eu moi une patiente, elle a failli mourir, elle était en réanimation par carence calcique, carence vitamine D. Donc voilà, faut en donner tous les jours et à partir de 2 ans, on donne plutôt des ampoules. Alors si vous voulez continuer de donner les gouttes, c'est le mieux, mais en fait, on vous donne des ampoules parce qu'on sait que l'observance est parfois douteuse et ce qui est recommandé, c'est des ampoules tous les 6 semaines ou tous les 3 mois ou tous les 6 mois selon l'âge de l'enfant. Mmh, ça marche. Après 18 ans, il est conseillé aussi de continuer, de Alors soit non, maintenant, alors je connais pas les recos exacts adultes, mais de mémoire, il faut, si on a une suspicion qu'on a une carence en vitamine D, il mmh, faut faire le dosage, mais qui est assez cher et qui est pas remboursé et finalement tout le monde est carencé, donc on prend une ampoule. Personnellement, moi, je me prends 2 ampoules de vitamine D l'hiver, une en novembre, une en février de 100 000 unités, tout le temps, voilà. Comme tous ça, les au jours, moins, c'est ça? c'est fait. Comment? Tous les jours, tu prends ça? C'est Non, non, ça? une ampoule, en février, une en novembre. OK, une en février, une en novembre et comme ça, tu as ta dose, OK. Voilà, je me dis que vu le soleil, surtout quand on a des enfants, on voit plus trop le soleil. Ouais, Donc voilà, je fais une en février, une en novembre, mais les recommandations normalement, c'est faire un dosage et ensuite selon le dosage, de se supplémenter. d'accord, OK, ça Pour les marche. adultes, pour les adultes. OK et donc ça, on va en pharmacie, on peut en trouver, facilement comme Bah, ça? Faut qu'on aille voir justement, ton médecin? normalement, c'est sur ordonnance, donc faut demander à sa visite annuelle chez le pédiatre ou chez le médecin pour Ouais. son enfant. Normalement, il va faire, ampoule de vitamine D, 2 par an et voilà. OK, ça marche. Bon, c'est noté. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais que je te pose, concernant ton domaine d'activité? Non, bah, qu'est-ce qui est important? Vraiment faire passer le message, sur, la puberté. Moi, c'était hyper important de dire qu'il fallait vraiment aller chez le médecin, 1 Ouais, fois par an. Les vaccins, on n'en a pas ouais. parlé, vaste sujet également. Bon, je trouve que les mentalités ont un peu changé.
Ouais. là-dessus. Je sais pas si c'est les réseaux sociaux ou pas, mais finalement, les gens maintenant, il y a des nouveaux vaccins, alors des nouveaux, pardon, pas si nouveaux, mais des vaccins qui ne sont pas obligatoires, mais qui ont été recommandés, depuis, 2-3 ans, qui s'appellent le Bexsero, qui est un vaccin contre la méningite B et le rotavirus et le Rotatec, qui sont des vaccins contre, le rotavirus, j'allais dire rotavirus, Rotarix et Rotatec contre le rotavirus, donc qui est le virus le plus sévère de la gastro et maintenant ils sont recommandés et remboursés, mais pas obligatoires et finalement, moi en tout cas quand je parle aux parents, ils souhaitent le faire. Mmh. Donc je trouve que c'est plutôt bien, de plus être vraiment, bah, il y a toujours des anti-vax, mais de plus être confronté à argumenter pendant des heures, pourquoi il faut faire vacciner son enfant Ouais. et c'est vraiment, des vaccins qui, moi, je pense, faut faire puisque la méningite B est quand même hyper grave comme maladie, hein, elle est mortelle. Il y a un pic, avant 2 ans et un pic, aussi à l'adolescence et le rotavirus, c'est vraiment un virus qui fait qu'il y a des enfants qui sont hospitalisés, et qui se vident, dû à la gastro et ça évite vraiment un nombre important de passages en hospitalisation et il y a même parfois des enfants qui meurent d'une gastro. Ça existe en France aujourd'hui. Heu, donc je pense qu'il faut vraiment les faire, surtout que le rotavirus, les vaccins contre le rotavirus, c'est des vaccins buvables. C'est comme une petite pipette, comme ça à boire. Donc même pas de piqûre et comme tout vaccin, il y a des petits effets, des troubles digestifs par exemple, quelques jours après ou de la fièvre pour le Bexsero, mais le jeu en vaut la chandelle d'après les études et tous les scientifiques et chercheurs, sur, les vaccins et l'épidémiologie des maladies, graves, sont vraiment tous en faveur et maintenant, il y a même un vaccin qui va être proposé, mais il n'est pas encore remboursé, mais il est pas très cher, qui est contre la méningite. D'habitude, on fait que la méningite C. Maintenant, il va y avoir un vaccin qui est enfin, moi, je le propose dès maintenant d'ailleurs, qui est contre la méningite, C, ACWY et en fait, c'est un quadrivalent et qui permet de protéger pendant l'adolescence, puisque c'est surtout pendant l'adolescence qu'il y a ces pics-là, de OK. la méningite, de ces méningites, un peu différentes. D'accord, OK. Bon, en tout cas, merci là pour tous ces sujets, on va dire, vraiment sur ton domaine d'activité qui sont hyper importants à connaître et dont la plupart des parents, se posent, comme question. Donc ça, c'est merci en tout cas pour ce partage. J'aimerais qu'on échange un peu plus aussi sur toi, sur qui es-tu? Élodie, comment toi tu fais pour gérer? C'est quoi ton quotidien entre ton lever et ton coucher avec, voilà, maman, pédiatre? Est-ce qu'il y a voilà, tu as des routines particulières toi en tant que femme? Alors en fait, ça dépend, de mon travail. Très simplement, tout le monde a dû voir que mon activité sur, les réseaux était quand même, très diminuée pendant mon clinica. Parce que le clinica, donc c'est après l'internat, c'est un poste à l'hôpital, qui dure 2 ans. C'est Ouais, l'équivalent, d'un CDD et qui est vraiment, très difficile. C'est très, très difficile, surtout quand on a donc j'avais une fille en bas âge, il faut avoir un conjoint, présent, une famille présente. C'est hyper ouais, important, puisqu'on a beaucoup de gardes. Enfin, ça dépend des spécialités, mais en tout cas, moi, j'avais quand même des gardes, avec, des astreintes mmh, et le rythme, c'était très loin de chez moi, donc ça, c'est un choix, mais c'était loin de chez moi. Donc en fait, entre le moment où je partais et je rentrais, il était tard. Heureusement, ma fille se couchait tard, donc je pouvais la voir, mais sinon, c'était hyper difficile et OK, de travailler quand même un week-end sur, ça dépend, un week-end sur 3, en fait, c'est quand même fatigant, pour plein de raisons, on récupère jamais, en fait, quand on est le week-end où on se repose, en fait, on peut à peine profiter de son enfant. Enfin, moi, je trouve ça hyper difficile, le clinica. On doit donner des en fait, on a un double casquette, on donne les cours à la fac aussi. On mmh, a une fonction d'enseignement, on gère les internes, on gère les externes et voilà et après il y a le quotidien de l'hôpital qui est pas facile, bah, c'est un fonctionnement en équipe, il y a des enfants hospitalisés, il y a des événements imprévus, mmh, voilà. ah Heureusement, oui, j'étais dans un service qui était, plutôt, cool sur, les enfants malades, hein. C'était pas des enfants mourants, en tout cas, les enfants allaient globalement très bien. Bon, il y a ouais, toujours des petits soucis, parfois à gérer du quotidien, mais voilà et j'avais pas sur le plan psychologique, c'était pas si difficile, pour les enfants puisque les enfants allaient bien.
Il y a Mmh. des consultations à faire, il y en a beaucoup, il y a des staffs, des réunions, enfin voilà. Et Ouais. donc ça, bah, ça me prenait, tout mon temps et le peu de temps que j'avais, bah, je voulais le passer, en famille ou je partais en vacances. Il y avait toutes les choses de la maison à gérer aussi parce que, voilà, même si, mon mari, faisait beaucoup de choses, et donc voilà, ça c'est et en fait après donc je suis tombée enceinte, congé maternité et là, en fait j'ai pu, faire beaucoup plus de choses et me faire un peu plus décoller Doctoshow, faire beaucoup plus de reels, Mmh. voilà. Donc après, le quotidien, je fais ça, quand, les filles sont à sieste ou pas, quand c'est je veux que ce soit spontané. Vraiment Instagram, je veux que ce soit instantané quoi. Ouais. Puisque, si j'ai des choses qui sont trop strictes et que, alors des fois j'ai des partenariats avec des marques et cetera, donc ça j'ai un jour pour poster, donc je m'organise pour que ce soit le cas, mais j'en prends pas trop non plus parce que sinon si ça me submerge et je veux que ce soit au feeling. Si Ouais. c'est prise de tête, personnellement, je peux pas. Genre, j'ai pas envie de poster. Moi, je veux quand je fais la story, je la poste tout de suite ou je la poste un peu plus tard, mais je veux que ce soit du one shot, du feeling, quelque chose qui soit, quand je réponds au MP, bah, voilà, je suis dans mon lit, j'ai 5 minutes, je réponds. Si j'ai pas envie de répondre pour X raison, bah, je réponds pas. Mmh. J'essaye de faire quelque chose, qui me fasse plaisir parce que sinon je vais arrêter et Mmh. parce que c'est quand même très prenant. Et ce qui était difficile aussi, c'est pendant l'écriture du livre. Donc pareil, j'étais en fin d'internat, début de clinica, enfin fin de congé mat. Donc pareil, ça me prenait beaucoup de temps. Il faut avoir une famille, présente pour soutenir et pour être dispo. Ouais. Et puis, c'est quelque chose qui m'anime aussi, hein, la pédiatrie, j'adore ça. Moi, en fait, ça me permet de me former, parce que je vais m'installer, incessamment sous peu, donc je vais pouvoir, tout ce que j'ai acquis, ça va pouvoir, me servir pour mes patients, d'où la chaîne YouTube que j'aimerais bien faire pour aussi les patients. Voilà, après, je fais comme je peux, comme tout le monde, je survis. Ouais, 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 mais en tout cas, on voit que tu es en mouvance, en mouvement. La notion de plaisir est hyper importante, tu aimes, ton métier, bien s'entourer aussi, tu évoques, ton conjoint, ton mari, et en effet, c'est vrai que c'est important d'être, bien accompagné si je puis dire ou, en tout cas de pouvoir être, tous les 2 un couple, c'est ça, c'est une équipe, hein, pour aller dans le même sens. Et c'est vrai que il y a des hauts et des bas et c'est comment on arrive à gérer avec tous les aléas du quotidien du mieux possible. Et en parlant d'aléas, est-ce que toi, tu as un gris-gris, une croyance particulière qui, en cas de coup dur, tu te répètes un mantra ou tu as quelque chose qui te permet d'aller aller plus loin, encore plus haut? Mmh, franchement, moi, j'ai de la chance, on va dire, j'ai pas de tendance, dépressive, hein, Ouais, je dis pas que le clinica, c'était facile, ni l'internat, mais j'ai pas une nature, je pense qu'on est plus ou moins assujettis à mmh, ça, bien sûr. et on a plus ou moins un seuil de tolérance qui est différent. Non, bah, déjà, les enfants, ça porte, hein, ça c'est Ouais, sûr. Ça donne de l'énergie plutôt que ça en prend. Bon, ça en prend un peu quand même, voilà, mais ça c'est sûr que de voir ses enfants en bonne santé grandir, ouais, c'est précieux et non, bah, que dire? Non, j'ai pas trop de je suis pas très superstitieuse, mais je pense que, il faut se donner les moyens. Genre, c'est sûr que, enfin, en restant, par exemple, tout seul chez soi, dans son lit, il va rien se passer, quoi. bien Il sûr. faut, il faut la valeur du travail, je trouve ça hyper important, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'on peut très bien travailler de chez soi. Enfin, je sais que parfois c'est compliqué dans certaines entreprises ou même à l'hôpital, le télétravail. Enfin, moi, je trouve que c'est génial pour 1000 raisons. On peut très, très bien travailler chez soi mais pas que non plus. C'est aussi bien d'avoir, des connexions, des interactions sociales. Enfin, Ouais. je pense qu'un peu comme tout, l'équilibre, c'est important. Mmh. D'équilibre dans son couple, l'équilibre dans la famille, l'équilibre au travail, ses rapports. Si on est dans l'excès dans quelque chose, on flanche. Ouais. Enfin, c'est peut-être une porte ouverte, hein, que j'enfonce, mais je pense qu'il faut se le rappeler, qu'il faut et si tout le monde est en bonne santé autour de soi, un peu se dire: «Bon, voilà, il y a rien de grave, il faut s'accrocher à ça parce que, bah, du jour au lendemain, la vie peut basculer», donc Bien je sûr, ouais. pense que c'est important.
c'est peut-être un peu bateau, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que j'avance. Ouais, non, mais c'est complètement louable et je te rejoins aussi, complètement sur ce sujet et d'ailleurs, ben, pour aller un peu plus loin, donc j'invite vraiment tout le monde à aller lire ton bouquin, hein, pour ceux qui sont dans la thématique, hein, 161 questions et leurs réponses pour tout savoir sur la santé de votre enfant de 0 à 2 ans. Est-ce qu'il y a d'autres bouquins qui sont prévus là prochainement ou? Non, mais déjà, je pense que juste, je dis sur le 0-2 ans, je pense qu'en fait, ça peut aller jusqu'à beaucoup plus loin. Par exemple, je traite des pathologies, enfin, de la fièvre ou des boutons en général. Ça, c'est pas que ça s'arrête pas à 2 ans, il y a plus de C'est boutons. clair. Donc, en fait, je pense qu'en fait, c'est rentré dans, donc c'est aux éditions Hatier, c'est dans une collection Mmh, c'est vrai, qui est globale avec un livre sur le sommeil et un livre sur l'alimentation, qui sont très bien d'ailleurs. Et il y a OK. aussi un livre sur les ados. Mais voilà, en tout cas sur le sommeil et l'alimentation pour les petits. Et donc, moi, c'est inscrit dans les 0-2 ans, mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Ça peut aller jusqu'à 8, 9, 10 ans. Ouais, J'ai eu des bons retours, donc je suis génial. contente. Et non, aujourd'hui, c'est pas dans les bails parce que justement, on m'a proposé d'en faire un. Là, j'ai pas le temps. Voilà, je peux pas tout faire et être sur tous les coups. J'aimerais bien aussi, genre faire un podcast aussi pour que les gens partagent leur histoire, parlent de la santé de leurs enfants, et donner aussi un peu des tips, selon les thématiques. Mmh. Je peux pas tout faire, faut faire des choix, donc là aujourd'hui, ça prend du temps. En plus, vraiment écrire, c'est pas facile, hein, c'est pas du tout, enfin moi le français, c'était pas ma matière préférée en tout cas à l'école. C'est important de travailler, mais en tout cas voilà, c'est pas quelque chose qui est fluide pour moi et qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches, beaucoup de recommandations, tout décortiquer, beaucoup d'études parce qu'il y a des choses contradictoires, faut prendre des pincettes sur certains sujets. Mmh mh. Et là aujourd'hui, avec ma deuxième fille, l'emménagement, parce qu'on a déménagé et cetera, voilà, c'était pas un sujet. Peut-être dans 1 an ou 2, ça vous saurez entendre encore parler de moi et d'un nouveau livre, on sait pas, mais pas aujourd'hui en tout cas. En tout cas, on va entendre parler de toi encore pendant très longtemps sur les réseaux sociaux, ça j'en suis persuadé. Pour celles et ceux qui souhaitent te joindre, te contacter, par quels moyens ils peuvent le faire, s'ils peuvent le faire? Bah, alors ça dépend parce que je prends pas de conseils, enfin je fais des conseils, mais je prends pas de consultation en MP sur Ouais, Instagram par exemple. C'est c'est si, clairement mon enfant il a identifié, hein, 14, sur Insta. déjà c'est dangereux parce que, bah, moi je sais que je suis moi et que je suis médecin, mais en fait je reçois des photos, d'érythème fessier des enfants. Juste, c'est pas possible en fait, Mmh, genre vous savez pas à qui vous envoyez ça. Enfin, je mmh, pourrais être un faux compte, ce n'est pas le cas, rassurez-vous, mais avec tout ce qui se passe, je trouve que il y a des plateformes de téléconsultation, ouais, que je ne citerai pas parce que je n'ai pas le droit, mais qui sont très bien. Et là, vous pouvez envoyer vos photos en toute sécurité. Vous êtes remboursé souvent à 100 la consultation. mmh Vous mh. avez un avis médical. Donc il faut aller sur ces plateformes ou voir son médecin, mais pas, envoyer des photos, à un médecin sur Instagram. En fait, j'ai pas le droit d'y répondre. Donc d'ailleurs, je réponds pas ou je réponds que j'ai pas le droit d'y répondre, ça dépend. Et donc voilà, et si c'est tout ce qui est, justement podcast, propositions, pour discuter de choses, des choses et d'autres, moi j'ai mon mail qui est doctochou@gmail.com, donc ça, même il est sur mon Instagram, ou sinon un MP sur Instagram, mais parfois j'en reçois tellement que du coup ça se perd un peu dans Dans le fil, donc il le faut reconnecter, il faut te renvoyer des petits messages de temps en temps au besoin. voilà, j'essaye Heu, d'y répondre, mais il y a des loupés, hein, je vais pas mentir, hein. Ça fait Je peux pas, partie ça de prend trop de temps si je réponds à tout, j'en ai maintenant j'ai un agent, mais franchement c'est quand même très compliqué. ouais, ouais, ouais. En tout cas, c'était un réel plaisir de t'avoir avec nous. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs? Take care, prenez soin de vous. Non, bah, restez pas seul avec vos inquiétudes, discutez avec, votre partenaire, faites confiance à votre instinct aussi. Ouais, N'hésitez pas à demander de l'aide, soit sur le plan logistique avec votre famille, soit sur le plan, médical à des professionnels de santé, agréés, on va dire. bien sûr. Maintenant avec internet et les réseaux et les téléconseils, il y a vraiment tout ce qu'il faut et vraiment vous déboursez pas un centime. C'est Mmh. ça aussi, hein, je sais que ça peut être un frein, mais franchement, il y a plein de choses, payantes mais remboursées après, donc voilà. Prenez soin de vous, n'allez pas aux urgences
en plein hiver quand c'est quelque chose qui n'est pas urgent. Donc je vous conseille de vous renseigner aussi sur les signes d'alerte, autant faut y aller, enfin quand faut y aller et autant, voilà, moi je vois des choses, des urgences bondées pour, j'ai eu bouton de moustique, verrue, enfin voilà des choses, Ouais, c'est pas possible d'aller aux urgences pour ça. ouais. Et comme je vous dis maintenant les plateformes c'est quasiment, 24/24, hein, donc vous pouvez, vous faire aider, au moins avoir un aiguillage sur est-ce qu'il faut aller aux urgences ou consulter dans combien de temps. C'est fait pour ça en tout cas. OK. Et donc prenez soin de vous et de votre famille. Bon, mais prenons soin de nous et de notre famille. Merci infiniment, Elodie, pour tes échanges, pour ton partage. Voilà, c'était un réel plaisir de t'avoir avec nous. On mettra tous les liens dans les notes du podcast pour aller pour ton livre et puis bah, sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok et bien évidemment Instagram, où tu diffuses beaucoup d'informations là chaque jour, notamment à travers des Reels. Et puis bah, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, je vous dis rendez-vous semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une personnalité aussi exceptionnelle qu'Elodie. À très très vite. Ciao, ciao. Merci, au revoir.